Bonjour à toutes et à tous. Je suis Myriam Victor et je suis ravie, de vous accueillir pour cette première webconférence de l'année et toute l'équipe, de Jury Travail se joint à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux, pour cette nouvelle année et soyez assurés que, Jury Travail se tiendra à vos côtés, tout au long de l'année pour vous aider dans la gestion quotidienne, de votre entreprise. Donc avec cette première webconférence de l'année, nous allons aborder justement une problématique bien concrète, hein, puisque nous aborderons les obligations fiscales des entreprises en 2023. Alors, avant, de rentrer dans le vif, du sujet, juste quelques mots, pour, vous présenter, Jury Travail. Donc Jury Travail, c'est le leader de l'information, juridique en ligne. C'est tout d'abord énormément, d'articles décryptés pour vous, chaque semaine par, notre équipe de juristes. Jury Travail, c'est également un abonnement qui vous donne justement accès à, nos juristes, qui répondent à vos questions, par téléphone. Cet abonnement vous donne également accès à toute notre base documentaire constituée de dossiers, de modèles de lettres et de contrats qui vous aideront au quotidien et vous retrouvez également votre convention, collective, toujours à jour des derniers accords. Oui, là. Donc Jury Travail, c'est également un réseau, d'avocats auquel appartient, Maître Benaroche que j'ai le plaisir d'accueillir, aujourd'hui. Bonjour à vous maître et merci beaucoup d'être parmi nous. Bonjour et moi aussi je suis ravie d'être parmi vous. Alors nous avions mis, à votre disposition un formulaire, en amont de cette, webconférence afin de vous permettre de poser, vos questions. Nous les avons transmises à notre invité qui va y répondre au cours de cette, webconférence. Nous avons prévu une durée, de 45 minutes et nous essaierons, de nous y tenir et comme d'habitude, vous recevrez, quelques jours après, cette webconférence, la vidéo de celle-ci, ainsi que, la présentation. Vous recevrez tout ça par email. Si vous souhaitez, poser des questions au cours de la webconférence, c'est tout à fait possible. Vous avez un petit bouton, chat ou un petit bouton questions en bas à droite de votre écran, qui vous permettront, de le faire et nous essaierons comme d'habitude de prendre quelques-unes de vos questions, en cours de route et à la fin, de la webconférence également. Alors toutes vos questions, ont été regroupées sous différentes, thématiques. Donc d'abord les différents régimes fiscaux, des entreprises. Ensuite les différentes, déclarations à effectuer, au long de l'année et enfin les nouveautés, liées à la loi de finances 2023. Alors pour, démarrer cette webconférence en guise d'introduction, maître Benaroche, vous souhaitiez, nous rappeler la définition de, l'obligation fiscale. Quelle est-elle? Oui, alors avant de vous donner la définition de l'obligation fiscale, je vais me présenter quand même. Alors moi je suis Maître Benaroche, je suis avocat au barreau de Paris depuis plus de 20 ans. Je suis également docteur en droit fiscal. Et je traite, et ma passion est le droit fiscal, et plus précisément me bagarrer contre l'administration fiscale. J'ai un site web où vous pouvez trouver mes études, mes travaux, qui s'intitule MAB Avocat Fiscaliste. Donc, pour en revenir à notre sujet, l'obligation fiscale, c'est le montant de la dette fiscale due par un particulier, une société ou une autre entité à une autorité fiscale. En d'autres termes, il s'agit du montant total de l'impôt que vous êtes tenu de payer au fisc. Très bien. Merci beaucoup, maître. Alors, il existe 2 grandes catégories de régimes fiscaux, pour, les entreprises. Il y a d'abord les entreprises qui sont soumises à l'impôt sur le revenu et les entreprises soumises à l'impôt, sur les sociétés. Donc, quelles entreprises sont, soumises à l'impôt sur le revenu? Alors,
Les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu sont des entités qui ne sont pas des sociétés commerciales. Je m'explique. Votre plombier ou le petit commerçant du quartier n'est pas forcément sous forme de société. Il n'a pas mis une personne morale entre lui et le fisc, entre son activité professionnelle et le fisc. Donc, toutes ces entités sont soumises à l'impôt sur le revenu. Également, toutes les sociétés civiles, dites civiles, avec une petite réserve pour ces sociétés qui peuvent, elles, opter pour l'impôt sur les sociétés. Enfin, dans les sociétés commerciales qui sont normalement soumises à l'impôt sur les sociétés, il y a la forme de société par action simplifiée, les SAS et les SAS unipersonnels, c'est-à-dire où il n'y a qu'un seul actionnaire, qui elles, ont la possibilité d'opter pour l'impôt sur le revenu. Donc, par opposition, les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés sont toutes les sociétés dites commerciales. SARL, SAS, SNC, société en commandite, voilà. Les SA, évidemment. D'accord, très bien. Merci, merci beaucoup. Alors, il y a différentes déclarations à effectuer tout au long de l'année. Et la première d'entre elles que vous souhaitiez aborder, c'est la déclaration d'existence. Donc, quelle est-elle et quand doit-elle être modifiée? Alors, la déclaration d'existence est régie par les articles 222 et suivants du Code général des impôts. C'est une obligation. Les sociétés doivent, dans le mois de leur constitution définitive, c'est-à-dire une fois qu'elles sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés, elles sont passibles de l'impôt. Et pour ce faire, il y a une déclaration d'existence à adresser au centre des impôts dont dépend le siège social de la société, l'adresse de la société. Mais en pratique, ça se passe beaucoup plus simplement que ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on immatricule sa société, le greffe du tribunal de commerce envoie les nouvelles immatriculations au centre des impôts. Et c'est le centre des impôts qui envoie à la société, au siège social de la société, un formulaire avec un questionnaire sur le nombre de salariés, sur les biens meublant le siège de la société, enfin un tas de renseignements, le nombre de pièces du local exploitant l'activité de la société, pour éventuellement calculer la CET par exemple, et on va revenir très vite sur cette contribution. Très bien, merci beaucoup. Alors, une autre déclaration à effectuer, c'est la déclaration des bénéfices. Donc, il existe deux régimes différents et nous aborderons également les annexes à joindre à toutes ces déclarations. Je vous laisse la parole. Donc, on va d'abord parler des déclarations et ensuite des différents régimes. Mmh. Donc, il y a une déclaration de bénéfices à faire liée à l'activité. Donc, la société doit souscrire dans les 3 mois de la clôture de chaque exercice comptable la déclaration de ses bénéfices. En général, une société, elle a un exercice comptable qui correspond à l'exercice civil, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre de l'année X. Et dans les 3 mois, donc à la fin mars,
elle doit souscrire à sa déclaration des bénéfices auprès de son centre des impôts. Mais tout ça est aujourd'hui complètement automatisé et ça se fait quasi automatiquement. On reçoit des rappels de son espace professionnel ImpôtsGouv et tout se fait avec en général l'expert comptable quand on est une société soumise à l'IS. On a souvent un expert comptable qui tient les comptes et la comptabilité de la société et se charge des déclarations fiscales. Pour ce qui est des différents… Alors, les annexes à ces déclarations sont les tableaux comptables, les écritures comptables, les tableaux fiscaux du type les amortissements sur les biens la liste des personnes détenant au moins 10% du capital social, c'est-à-dire ça, c'est la liste des bénéficiaires qui existe depuis l'année 2016. Avant, les sociétés n'avaient pas cette obligation déclarative. Et il y a aussi le tableau de la TVA et la liste des filiales de la société si elle en a. Voilà pour ce qui est des annexes. Ensuite, il y a deux grands régimes qui dépendent de son chiffre d'affaires. Donc, dans les déclarations des bénéfices, on a un régime dit au réel, le régime du bénéfice réel. Ce régime est applicable aux entreprises de livraison de produits, livraison de biens, dont le chiffre d'affaires annuel dépasse 766 000 euros. Et pour les entreprises prestataires de services, dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe dépasse 231 000 euros. Ce régime du bénéfice réel entraîne un certain nombre de déclarations supplémentaires et notamment évidemment la déclaration de bénéfices et plusieurs documents comptables très détaillés sur des imprimés administratifs. Pour le deuxième régime, qui est le régime du bénéfice réel simplifié, évidemment, les documents à fournir seront moins nombreux et moins détaillés. Et ce régime s'applique de plein droit aux sociétés dont le chiffre d'affaires est inférieur au régime de bénéfice réel. Mais les sociétés entrant dans le champ d'application du régime du bénéfice réel simplifié peuvent toujours opter pour le régime du bénéfice réel. En d'autres termes, je suis une société de prestation de services. J'ai un chiffre d'affaires annuel de 150 000 euros. Je rentre donc dans le cadre du régime du bénéfice réel simplifié, mais je peux opter pour le régime du bénéfice réel. Pour le régime du bénéfice réel simplifié, certaines déclarations ne sont pas à faire et notamment les états des déficits et un tableau des écarts de réévaluation pour les biens les immobilisations, 1, 2, 3, je vais y arriver, qui sont en réalité, les immobilisations sont des biens amortissables comptablement. Et donc, pour ces biens, la société soumise au régime du bénéfice réel simplifié n'a pas à fournir à l'administration fiscale un tableau des écarts de réévaluation. Par exemple, voilà une obligation allégée pour le régime simplifié. Je pense que à la suite des régimes, il faut qu'on parle du taux de l'impôt sur les sociétés. Justement, c'était ma question suivante et c'était la question d'une de nos internautes. Mais alors juste avant, je vais prendre une autre question.
Dida, qui souhaitait réagir sur ces deux régimes de bénéfices réels et bénéfices réels simplifiés. Mhm. Elle nous demande quel serait l'avantage d'adhérer aux bénéfices réels si l'entreprise est soumise aux bénéfices réels simplifiés. Ben, si l'entreprise a une grosse structure en dépit d'un chiffre d'affaires en dessous des seuils, elle peut, parce qu'elle est outillée pour, elle a l'expert comptable qui va être tatillon, elle peut être dans l'idée d'atteindre très rapidement le seuil et de ne pas s'embêter à changer de régime en milieu d'exercice ou sur 2 années. Une société se crée. Elle a un business plan. Donc, elle sait à peu près combien elle va générer de chiffre d'affaires dans 2 ans. La première année, elle est en dessous du seuil du régime réel. Mais elle sait, d'après ses projections, que la deuxième année, elle sera au-dessus des seuils. Dès le départ, elle opte pour le régime réel. Oui, effectivement, ça évite d'être à cheval sur deux régimes Voilà. la même année, ce qui complique Ou en tout cas, avoir le souci de grandement le les choses. faire sur le deuxième exercice. Très bien. Et donc, Vola nous demandait les taux d'imposition et c'était précisément ma question suivante. Quels sont les différents taux de l'impôt sur les sociétés? Alors, il n'y en a pas 36, il y en a deux. Il y a quelques années, il n'y en avait qu'un et c'était 33,33%. Aujourd'hui, on a un taux minoré de 15% pour le bénéfice net en dessous de 42 500 euros. Attention, le seuil vient de changer. Jusqu'à présent, il était à 38 000 euros. Donc, 15% jusqu'à 42 500 euros. Au-delà, à compter de 2023, le taux est de 25%. Et ça ne changera plus. Parce que progressivement, on est passé de 33 à 25. Donc, ça fait que encore l'année dernière, on était à 28%. À partir de maintenant, c'est 25% et ça ne changera plus. D'accord. Très bien. Alors, évoquons maintenant la TVA. Quelles entreprises sont redevables de la TVA? Et puis là encore, on a deux régimes différents. Le régime normal et Un simplifié. un simplifié, pardon. Voilà. Donc, ça participe toujours de la même logique et c'est aussi attaché au seuil de chiffre d'affaires. Alors, selon les activités, on a deux grandes catégories d'activités en matière fiscale, entre guillemets. On a soit une activité de livraison de biens, soit une activité de prestation de services. Et les seuils changent par rapport à ces deux types d'activités. Donc, pour la TVA, on est en régime réel normal si on a un chiffre d'affaires annuel hors taxe supérieur à 818 000 euros pour les activités de livraison de biens et d'hébergement, pour les activités d'hébergement, et 247 000 euros annuels hors taxe pour les prestations de services, ainsi que les entreprises déclarant plus de 15 000 euros de TVA. Ça, c'est pour le régime réel normal. Dans ce cadre, la TVA doit être déclarée mensuellement et doit être payée mensuellement. On a une réserve. Si le montant annuel de la TVA due est inférieur à 4 000 euros, alors il est possible d'opter pour une déclaration et un paiement trimestriel, ce qui est tout l'objet du régime réel simplifié. Donc, en dessous de ces seuils, 818 000 euros, livraison de biens, 247 000 euros, prestation de services, on est en régime réel simplifié. Ce qui veut dire que
on déclare sa TVA tous les trimestres, on remplit ce qu'on appelle une CA3 et on paye la TVA par 2 acomptes, en juillet et en décembre. Il y a des activités qui sont exclues de ce régime, peu importe leur chiffre d'affaires. C'est les opérations d'importation ou certaines opérations immobilières soumises à TVA. Et c'est les travaux de construction réalisés par des entreprises ou des sociétés nouvelles, ou celles qui ont repris une activité préexistante dans ce secteur d'activité. Donc, en fait, dans le secteur du bâtiment, on ne peut pas bénéficier du régime simplifié de la TVA. On est obligé d'être en régime réel, ce qui veut dire une déclaration mensuelle, un paiement mensuel. Pour non, voilà. D'accord, très bien. Alors, on va aborder un autre sujet, enfin d'autres déclarations, et d'autres impôts. La J'ai contribution omis, pardon. oui, J'ai omis de dire une petite astuce, enfin une information extrêmement importante concernant le taux minoré de 15% à l'IS oui, pour le bénéfice net en dessous de 42 500 €. On ne peut bénéficier de ce taux de 15% que si le capital de la société est entièrement libéré. Je m'explique. Une société, quand elle se constitue, les actionnaires ou les associés font des apports en numéraire ou en nature au capital. C'est-à-dire une société qui a, grossièrement, une société qui a un capital de 5 000 €, elle va avoir 2 associés qui ont chacun 50% de part dans la société. Donc, chacun des 2 associés doit apporter 2 500 €. Mais à la constitution d'une société, on a la possibilité de ne libérer que 50% du capital. Donc, en facial, on a une société qui a un capital de 5 000 €, mais en réalité, les associés n'ont mis sur le compte que 2 500 € tous les deux réunis, donc 1 250 chacun. Mais si, à la fin du premier exercice, ils n'ont pas libéré les 2 500 € restants, alors ils ne peuvent pas bénéficier du taux minoré de 15% sur la première tranche de bénéfice net jusqu'à 42 500 €. C'est clair? oui, effectivement, c'était une précision importante. Donc, passons maintenant à la contribution économique et territoriale, autrement appelée CET, que vous aviez, abordée, brièvement, tout à l'heure. Donc de quoi, se constitue-t-elle? Alors, la CET, elle se constitue. C'est en fait l'ancienne taxe professionnelle. Mmh. Donc, elle se constitue de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée. Alors, je vous demande une petite minute, le temps de retrouver dans mes notes. Voilà. En fait, elle se constitue de ces 2 contributions ou cotisations parce que ces 2 contributions ou cotisations ne vont pas dans la même escarcelle. Certaines vont à des entités territoriales différentes, comme, alors, entité territoriale, évidemment, il y a la commune, le département, la région. Donc, une partie va à la commune, donc à la mairie, à votre mairie, et une partie va à la région. Les cotisations foncières des entreprises sont assises sur la valeur locative du local dans lequel vous exploitez votre activité.
Et les cotisations sur la valeur ajoutée, comme le nom l'indique, sont assises sur le chiffre d'affaires généré par la société. À partir de 2023, il est supprimé progressivement la cotisation sur la valeur ajoutée. Et c'est ça la grande nouveauté de la loi de finances pour 2023. Oui, on y reviendra peut-être un petit peu plus longuement, juste après. Juste une autre question, concernant, le droit à l'erreur fiscale. Ça a été introduit assez récemment. Est-ce que ça s'applique également aux entreprises, ce droit à l'erreur fiscale? Oui, alors, c'est l'article 62 du Code général des impôts. Et ça peut s'appliquer à l'entreprise. Simplement, il y a une condition, j'allais dire substantielle, c'est que il faut que l'entreprise soit primo-délinquante. Je m'explique. Il faut que ce soit la première fois qu'elle ait fait une fausse déclaration ou qu'elle ait omis de déclarer quelque chose. Et ce droit à l'erreur s'applique également en matière de contrôle fiscal. C'est-à-dire qu'au départ, si spontanément l'entreprise, au moment d'un contrôle, dit « Ah, mais je me suis trompée sur ma dernière déclaration, je modifie », elle est en droit de modifier. Mais la condition, c'est qu'il faut qu'elle soit de bonne foi et qu'elle n'ait jamais été connue par les services fiscaux. Très bien, merci beaucoup. Et en termes de redressement fiscal, jusqu'à quand, sur quelle période, l'administration fiscale peut-elle remonter concernant les entreprises? Ben, ça dépend de quelle taxe on parle. Pour la TVA, on peut remonter à 10 ans. Mais le droit de reprise de l'administration fiscale, en règle générale, est de 3 ans. Je m'explique. On est en N, on est en 2023. Vous êtes susceptible de recevoir un avis de vérification pour les exercices 2020, 2021, 2022. Pas avant. Très bien, merci beaucoup. Alors, nous allons aborder notre dernière partie. On va avoir le temps de prendre pas mal de questions, donc n'hésitez pas à les préparer, pendant qu'on aborde, enfin, n'hésitez pas à nous les communiquer plus exactement, via le chat ou via l'onglet questions, alors qu'on aborde, la dernière partie, sur, les nouveautés liées à la loi de finances, 2023. Donc, la cotisation sur la valeur ajoutée est supprimée progressivement. Pour 2023, qu'est-ce qui s'applique et qu'est-ce que pourront attendre les entreprises en 2024? Alors, c'est le taux qui va être progressivement baissé pour 2023 et qui sera totalement supprimé en 2024. Excusez-moi. Donc pour le moment, c'est juste divisé par 2 pour cette année, c'est ça? Pas tout à fait. De mémoire, on passe de 6 à 4 et plus rien en 2024. D'accord, très bien. Alors le plafond, du bénéfice des PME bénéficiant du taux réduit d'IS de 15 a également été, modifié et c'est ce dont vous parliez tout à l'heure, C'est non, je ça. crois? Jusqu'à présent, c'était 38 000 € et à partir de cette année, c'est 42 500 €. Ce qui Très bien. est, enfin, ce qui est quelque chose d'assez bénéfique pour les sociétés, puisque il y a beaucoup d'entreprises qui génèrent un bénéfice net autour de 40 000 €. Oui, Mais en est-ce effet. que vous avez compris le principe? Le taux de 15% s'applique même à une société qui fait un chiffre d'affaires, un bénéfice, qui génère un bénéfice net de 150 000 €. Simplement, sur sa fraction de 42 500 € de bénéfice net,
on lui appliquera les 15%. D'accord, très bien. Alors, on va garder donc notre dernier quart d'heure pour des questions. Alors, une question de Sylvie. Le plafond est modifié pour quel exercice ouvert? Si l'exercice en cours d'année alors Sylvie, si vous pouviez préciser votre question parce que je ne la comprends pas bien. Alors je sais pas maître si, vous pouviez jeter un petit coup d'œil dans le chat. Alors, comment je fais ça? Je vais dans plus, c'est ça? Non, non, vous cliquez sur l'onglet chat en bas à droite. Alors j'imagine que c'est, vous parlez de l'exercice, du 1er avril 1er avril 2022 au 31 mars 2023. Est-ce que le plafond est modifié? Oui. D'accord. Alors, une autre question de Johan. Un client qui clôture au 30 septembre 2022 doit au pire déclarer l'impôt sur les sociétés, donc le 15 janvier 2023. Et du coup, à quel taux doit-il faire sa déclaration? Non, pas quel taux, quel plafond s'applique? C'est ça la Ah, question. oui, alors, 38 je 000. lisais. 38 D'accord. 000. Donc, ça sera 38 000. Alors, on attend. Alors, il y a une question peut-être qui est arrivée dans l'onglet questions. Je vais regarder. Alors, il y a Vola qui est peut-être arrivé un petit peu en retard, qui voulait rappeler qu'on rappelle la différence entre l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés brièvement. Impôt sur le revenu, toutes les entités qui ne sont pas des sociétés commerciales ou qui n'ont pas d'activité commerciale. Très bien. Impôt sur les sociétés, toutes les autres sociétés. Donc, typiquement, une société civile est imposable par nature à l'impôt sur le revenu, mais peut opter pour l'impôt sur les sociétés. D'accord. Alors, d'autres questions qui viennent d'arriver. Encore des vérifications par rapport au taux. Donc, le taux de 15% s'applique bien jusqu'à 42 500 et 25% au-delà. Oui. Voilà. Alors, hem, alors Chris qui nous déclare que si la création a lieu en 2023, il y aurait une cotisation dégressive qui Oui. démarre à 6%. Oui. 6%. Oui, 6%. 6%, oui, Oui, c'est ça. c'est ce que je dis. Donc c'est bien ça, Chris. Alors on a encore quelques minutes pour vos questions. Comment je sors du chat? Vous pouvez cliquer sur la croix à côté de la cloche. Merci. Alors, un entrepreneur doit-il régler un impôt sur les sociétés et un impôt sur le revenu? Non, c'est soit l'un, soit l'autre. Attention. Un entrepreneur, euh, un entrepreneur peut être sous forme de société, auquel cas il payera l'impôt sur les sociétés, mais sur les rémunérations déclarées à la personne physique, l'entrepreneur, le chef d'entreprise, il payera de l'impôt sur le revenu. Mais le bénéfice généré par son activité sera imposé et imposable à l'impôt sur les sociétés. Ce ne sont que ces revenus ou la distribution des dividendes sur les bénéfices générés qui entraînera l'imposition à l'impôt sur le revenu. Suis-je clair ou je précise?
Non, pour moi, c'était clair D'accord. et on a un remerciement. Alors, une question, alors attendez, parce que là, du coup, les questions, ça y va. Si un cabinet comptable ne fait pas les déclarations en temps et en heure, enfin, quels sont les recours de l'entreprise? Puisque c'est elle qui va Alors, subir les pénalités. au regard de l'administration fiscale, le cabinet d'expertise comptable n'est pas responsable. Le seul responsable des déclarations fiscales est le représentant légal de la société. En revanche, si des erreurs grossières sont établies par le cabinet d'expertise comptable, le contribuable a un recours en responsabilité à l'encontre de son prestataire de service, l'expert comptable. Si c'est en cas de redressement fiscal, il faudra attendre que tous les recours à l'égard du redressement soient terminés pour agir à l'encontre du cabinet d'expertise comptable. C'est-à-dire que, en d'autres termes, quand on conteste un redressement fiscal, on ne peut pas faire agir en garantie le cabinet d'expertise comptable. On ne pourra agir contre lui qu'à la fin de tous les recours à l'encontre de l'administration fiscale. D'accord, très bien, merci beaucoup. Alors, une question de Chris. Vaut-il mieux choisir l'impôt sur le revenu en fonction du montant du chiffre d'affaires et peut-on récupérer le dividende? Alors, les deux questions ne vont pas ensemble, mais je vais essayer Oui. de clarifier et de répondre. En général, ce qu'il est préconisé, ce que moi, je conseille à mes clients en consultation, c'est d'opter pour le régime de l'impôt sur le revenu quand on n'a pas beaucoup de frais de structure et qu'on a un chiffre d'affaires qui ne dépassera pas 150 000 euros. C'est fiscalement plus intéressant de rester à l'impôt sur le revenu. Et dans ce cas-là, il n'y a aucune distribution de dividendes, puisque le résultat de la société, c'est le résultat de la personne physique. Ça sera inscrit sur son avis d'impôt sur le revenu. Il n'y a pas de dividende dans ce cas-là. Ensuite, si la question c'est vaut mieux une entreprise soumise à l'IR ou une entreprise soumise à l'IS puis une distribution de dividendes, une entreprise soumise à l'IS et distribution de dividendes, ça entraîne deux taxations. La première, on taxe le bénéfice net à l'impôt sur les sociétés et la distribution de dividendes est taxée via le précompte mobilier, c'est-à-dire qu'il y a une taxe en plus sur les dividendes distribués. D'accord, très bien. En d'autres termes, en dessous de 150 000 euros de chiffre d'affaires avec peu de frais de structure, IR, au-dessus, IS. Très bien, c'est très clair. Merci beaucoup. Alors, on va prendre une ou deux dernières questions. Alors, Oussem nous demande si on peut prendre un simple comptable ou si on est obligé de passer par un expert comptable. Ça dépend de la forme de la société. On peut prendre un simple comptable. D'accord. Alors, je crois qu'effectivement, au départ, oui, il parlait d'une SASU. C'est ça. On peut prendre un simple comptable. D'accord. Très bien. Alors, une dernière question et ensuite, nous prendrons congé. Je regarde si dans l'onglet questions, il y en a eu d'autres. Pas pour le moment.
Alors, en LMTP, quelles sont les obligations? Alors, LMNP, pardon. ça, c'est location meublée non professionnelle. Voilà ce que veut dire Voilà. LMNP. Ça, on n'est pas dans le cadre d'une entreprise, mais on est dans le cadre d'une activité très spécifique. Ça doit faire l'objet d'une consultation pour expliquer la vraie différence entre je monte une société, je fais une vraie activité de location, ou pour mon patrimoine, je fais une activité de location meublée non professionnelle. Très bien. Donc, Marie-Fred, n'hésitez pas à prendre contact avec Maître Benaroche, dont je vais vous remettre justement les coordonnées à l'écran. Comme ça, vous pourrez les noter. Donc, nous arrivons au terme de cette webconférence. Et j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez obtenu réponse à vos questions. Je vous invite vivement à lire nos dossiers sur le sujet. Et donc, n'hésitez pas, comme je le précisais à Marie-Fred, à contacter Maître Benaroche pour tout conseil supplémentaire. Alors, afin de m'assurer de votre satisfaction et d'améliorer nos futures webconférences, je souhaiterais, pour ceux qui le souhaitent, que vous puissiez nous mettre un petit avis et éventuellement formuler quelques demandes pour faire évoluer le format de ces webconférences. Pardon. Marine vient de vous communiquer un lien actuellement pour pouvoir vous permettre de donner cet avis. Alors, vous avez également donc notre dossier chez Jury Travail, dont Marine vous a également transmis le lien, je l'ai vu passer sur le chat, sur les impôts et la fiscalité des entreprises. Et n'hésitez pas enfin à formuler également vos questions à nos juristes. Donc, vous avez la possibilité de poser votre première question gratuitement et nos juristes vous recontacteront par téléphone. Enfin, je vous donne rendez-vous pour notre prochaine webconférence. Nous traiterons d'un sujet radicalement différent puisque là, ça sera du droit social et nous aborderons donc le licenciement pour inaptitude et plus généralement l'inaptitude professionnelle. Donc, elle aura lieu le 24 janvier à 14 heures. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Je serai ravie de vous retrouver. Donc, merci encore à vous, Maître Benaroche, d'avoir accepté d'animer cette webconférence avec moi. Ça a été un plaisir de le faire. Mais c'est un plaisir partagé. Merci, merci à vous et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci. Merci à vous. Et donc, il me reste à prendre congé de tous nos internautes. Merci encore de votre présence et je vous attends nombreux pour notre prochaine webconférence également. Très bonne fin de journée à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.